Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, donc avec Laurent Simula qui est dans la salle. Et donc, on a échangé encore pour cette présentation de ces transparents, mais je n'ai pas mis son nom parce qu'il y a sans doute encore des erreurs dans les transparents, donc je ne peux pas l'associer aux erreurs. Alors, donc le point de départ de l'analyse, c'est de dire qu'il y a une mobilité des personnes physiques. Donc ici, je vais parler uniquement que des personnes physiques, entre des juridictions fiscales différentes. Il y a des gens qui changent de pays pour différentes raisons. Et ici, on va s'interroger à cette mobilité uniquement pour des raisons purement fiscales. Donc, on va éliminer, on va sortir du champ de l'analyse les phénomènes de type brain drain, etc. Le fait qu'on puisse aller travailler à Londres simplement parce que c'est là que se placent tous les échanges sur les marchés financiers en Europe, ou on déménage en Espagne parce qu'il fait le temps est plus clément. Donc, toutes ces raisons sont mises de côté pour se concentrer uniquement sur une mobilité des personnes qui seraient personnes physiques uniquement pour des raisons purement fiscales. Alors, ça peut toucher a priori tout le long de la distribution, mais si on réfléchit un tout petit peu, on voit qu'a priori, ça va plutôt concerner les personnes dans le haut de la distribution, parce qu'elles payent plus d'impôts, donc elles vont peut-être être tentées par un arbitrage fiscal. Et ça peut aussi concerner également les personnes dans le bas de la distribution, si on étend le terme de fiscalité à tous les avantages sociaux que l'on peut obtenir. Mais qu'a priori, au contraire, les personnes qui sont au milieu de la distribution, on ne voit pas, je dirais, beaucoup d'éléments qui plaideraient pour une forte mobilité fiscale pour les gens qui sont du milieu de la distribution. C'est-à-dire que ça peut avoir une importance si on raisonne après en termes politiques sur l'impôt. Donc ici, dans les travaux dont je vais faire état, eh bien, on va se concentrer uniquement sur la mobilité des personnes riches. Alors, pourquoi ? Je vais vous indiquer après sur le plan empirique qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que dans les pays, au moins de l'OCDE, eh bien, la mobilité des personnes riches est quelque chose d'important. Et que si on essaie de regarder la mobilité pour des raisons fiscales, effectivement, elle concerne des personnes riches et en priorité. Et d'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on regarde l'ensemble des migrations dans le monde, eh bien, plus d'un tiers, 37%, concerne des personnes qui ont, je dirais, un diplôme universitaire. Donc, contrairement à la vision de la migration, des migrations internationales, où on se concentre sur la migration des peu qualifiés, en fait, la migration des qualifiés est un phénomène plus important en masse que la mobilité des personnes peu qualifiées. Alors, je vais encore restreindre le champ de l'étude pour considérer que, ici, ces personnes riches ne tirent un revenu que de leur travail, et je vais sortir du champ les revenus du capital. Alors, évidemment, c'est une limitation importante parce qu'on sait que dans le haut de la distribution des revenus, et plus on va, je dirais, d'une manière fine, dans le dernier centile, eh bien, plus la part des revenus du capital est importante. Mais ici, ça pose des problèmes analytiques différents des problèmes posés par le revenu du travail. Et donc, je dirais qu'il n'existe pas de théorie qui intègre facilement à la fois les revenus du travail et les revenus du capital, plus l'hétérogénéité des revenus, plus la mobilité, c'est tout simplement trop complexe. Alors, quelle est la différence importante avec la mobilité du capital ? Parce qu'il y a de nombreux exemples qui montrent que le capital, en particulier le capital financier, peut se déplacer d'un point à un autre du globe à relativement peu de frais. Donc il y a les frais de transaction, les frais de mobilité sont réduits. Et donc en général, s'agissant de la mobilité du capital, les économistes en première approximation adoptent l'hypothèse de mobilité parfaite. Bon, c'est certainement
inexact, mais c'est sans doute utile pour avoir, je dirais, pour l'étude d'un point focal. Il me semble que donc une différence majeure entre la mobilité du travail et la mobilité du capital, c'est que cette mobilité du travail est imparfaite, ce qui veut dire que même si il y a des différences de fiscalité importantes entre deux pays, même très proches, eh bien, il y a des coûts de migration suffisamment importants pour qu'il n'y ait pas, je dirais, d'arbitrage qui puisse égaliser ces fiscalités. Donc il y a, je dirais, l'évidence empirique est très forte à ce sujet. Toute la théorie, je dirais, de la migration, dont Borjas est un des représentants importants, indique que la migration internationale ne se fait que si l'utilité espérée qu'on peut avoir dans le pays où on va émigrer est plus importante que l'utilité qu'on a dans le pays de départ, en tenant compte des coûts de migration qui reflètent à la fois, je dirais, des coûts matériels, par exemple les coûts de voyage, les coûts de déménagement, etc., plus des coûts psychologiques importants, le fait que la famille et les amis sont loin. Alors, c'est pour ça que dans ma revue de littérature, étant donné qu'il me semble qu'il faut vraiment incorporer dans avec la mobilité du travail le fait que les coûts d'immigration sont importants, j'éliminerai toute référence à des travaux qui font comme si les coûts de migration étaient nuls. Alors, les économistes ont longtemps privilégié l'hypothèse d'immobilité dans les modèles de fiscalité du travail. Alors, c'était sans doute réaliste dans l'après-guerre, mais qu'en est-il pour, je dirais, ce siècle? Donc, il me semble que la mobilité est imparfaite, mais elle progresse. Donc, je dirais, entre économistes, on a l'habitude, je dirais, de commenter pratiquement toutes les semaines l'évolution, je dirais, des conditions sur notre marché académique et de voir, de commenter les allées et venues des uns et des autres, non seulement à l'intérieur de la France, mais aussi de ceux qui traversent les frontières. Et il me semble clair que, d'une part, il y a un certain nombre d'éléments qui plaident pour dire que cette immobilité, ces coûts de migration, même s'ils sont importants, ils sont en train de diminuer, d'une part parce qu'il y a les coûts de transport ont baissé au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Là, il y a beaucoup d'évidence empirique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à baisser au cours de cette première moitié de siècle. Ils vont peut-être même éventuellement augmenter, mais enfin, ils sont quand même beaucoup baissés. Les coûts de communication ont massivement baissé, évidemment, ce qui fait que, eh bien, on peut, même en étant physiquement extrêmement à des distances importantes, on peut quand même communiquer. Et donc, ça diminue, évidemment, tous les sentiments d'être éloigné par rapport à son pays de départ, à son pays d'origine. L'émergence d'une lingua franca à l'échelle du monde, hein, le globish, presque, disons, on peut dire qu'on va vers un monde où toutes les personnes qui ont un diplôme universitaire maîtrisent plus ou moins bien ce globish. Et ce qui fait que ça, évidemment, diminue les coûts d'acclimatation dans un certain nombre de mondes, en particulier dans les pays anglo-saxons. Et puis, je citerai, au sein de l'Union européenne, mais quand même le fait qu'il y ait la liberté de circulation des personnes, et donc ça supprime un certain nombre d'obstacles administratifs. Donc on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'argument à opposer à l'idée que cette mobilité, même si elle est imparfaite, elle va progresser au cours du siècle. Alors, le fait que il y ait quand même, qu'on ne puisse pas garder l'hypothèse d'immobilité, fait que cette mobilité va poser des problèmes pour la politique économique, en particulier pour la politique fiscale. Et en particulier, il est important de comprendre que cette mobilité est un phénomène spécifique qui introduit évidemment des pertes de recettes fiscales, mais qui introduit aussi des pertes de capacité productive, du fait que la personne ne produit plus dans le pays. Et à cet égard, donc elle diffère à la fois du brain drain, parce que dans le brain drain, ce qui compte, c'est, je dirais, le salaire, la rémunération que vous pouvez obtenir pour votre productivité
donc dans deux endroits différents du monde, alors qu'ici, on va supposer que vous pouvez obtenir la même rémunération, je dirais, brute dans différents pays du monde. Donc vous n'avez pas, votre travail n'est pas plus valué dans un pays que dans un autre. Et deuxièmement, ce phénomène de mobilité fiscale est différent de la fraude fiscale, parce que dans la fraude fiscale, vous avez une perte de recettes fiscales, mais les capacités productives restent dans le pays. Donc, vous n'avez pas, sur le plan, je dirais, économique, de perte de PIB. Vous avez simplement une perte de recettes publiques. Eh bien, donc, cette mobilité pour raison fiscale va imposer un arbitrage spécifique entre l'objectif redistributif, l'objectif de l'impôt, c'est de financer des biens publics, c'est de financer, je dirais, la redistribution sociale au sens large, les dépenses sociales au sens large. Et donc, si vous avez moins de personnes riches présentes dans le pays pour financer ces dépenses, ça va poser une contrainte de plus sur, je dirais, le montant de ces dépenses. Et donc, il y a une tension entre cet objectif redistributif et si vous accordez, je dirais, des régimes de faveur pour les gens qui ont, je dirais, la tentation de partir à l'étranger, eh bien, si vous n'allez pas dans le sens de leur accorder des faveurs fiscales, eh bien, vous n'allez pas maintenir les capacités productives nationales. Donc je dirais qu'il y a une tension entre l'objectif redistributif aujourd'hui, qui est de dire on voudrait conserver un impôt progressif, et celle de maintenir les capacités productives nationales aujourd'hui, parce que c'est intéressant en termes d'emploi, en termes de PIB, en termes de croissance. Et donc ça peut jouer également d'ailleurs sur le niveau des dépenses sociales. Donc, la question essentielle, c'est jusqu'où la mobilité des plus qualifiés altère les préconisations du modèle de taxation optimale dû à Murlis. Donc, je rappelle juste ici, en quelques mots, donc le modèle de taxation optimale en économie fermée, où donc Murlis se restreint à un modèle où les individus obtiennent un revenu de marché en travaillant, donc c'est leur seule source de revenus, c'est le travail. Mais ils n'ont pas tous la même productivité, ils n'ont pas tous le même, je dirais, salaire horaire, pour faire simple. Et donc en premier rang, dans un monde où la productivité serait observable par l'État, eh bien il serait efficace de taxer la productivité et non le revenu, parce qu'on suppose que la productivité ici dans ce modèle est donnée et n'est pas un produit de l'éducation. Bon, dans un modèle de second rang où on ne connaît pas la productivité individuelle de chacun, mais on observe simplement que le revenu de marché, eh bien, qu'est-ce qui est efficace ? Eh bien, il est efficace d'essayer d'inventer, d'imaginer un système où on va faire en sorte que cette imposition sur le revenu, puisqu'on ne peut taxer que le revenu, soit en quelque sorte la plus proche possible d'une taxation sur la productivité. Et qu'est-ce que ça veut dire être la plus proche possible en termes de productivité ? Ça veut dire trouver des barèmes qui, je dirais, n'incitent pas les individus à mentir sur leur vraie productivité. Ils n'ont pas, en fait, intérêt à se faire passer pour des individus qui ont une productivité plus faible ou plus forte. Et donc, dans ce modèle de taxation optimale, dans un modèle de second rang où on n'observe pas la productivité, eh bien, la résolution du modèle de taxation optimale suppose l'introduction de contraintes dites d'incitation, ce qui veut dire que ça implique que le revenu brut doit être croissant avec la productivité, c'est-à-dire que plus vous êtes plus productif et plus votre salaire brut doit être important. Et puis, ça impose également une condition sur le rythme de progression de l'utilité indirecte que vous retirez, je dirais, de votre travail, compte tenu du système de taxes. Donc, il faut que le rythme de production de l'utilité indirecte, qui est positif, donc l'utilité indirecte croît avec votre productivité. Donc, plus vous êtes productif, plus vous avez un niveau de bien-être économique élevé. Mais il faut en plus une condition sur la pente
comment l'utilité indirecte progresse avec votre productivité. Eh bien, il faut qu'elle progresse suffisamment fortement en fonction des paramètres de préférence et de distribution des productivités. Donc, une fois qu'on a déterminé l'ensemble des barèmes incitatifs, et une fois qu'on a déterminé ceux qui respectent la contrainte budgétaire, eh bien on choisit celui qui maximise une fonction de bien-être social, qui traduit la plus ou moins forte priorité donnée aux pauvres. Donc vous avez évidemment le critère rawlsien qui accorde une priorité absolue aux plus pauvres, ici dans ce modèle aux plus productifs, ou bien vous avez des concepts, je dirais, qui sont, correspondent à des éthiques moins redistributives. Vous accordez quand même une importance à tous les échelons de productivité. Donc, la question qu'on se pose, c'est d'adapter ce modèle de taxation optimale d'économie fermée en introduisant quoi? Alors, il y a en fait deux grosses difficultés. La première difficulté, c'est d'introduire ce qu'on va appeler des contraintes éventuelles de participation. C'est-à-dire que si vous mettez en premier lieu l'objectif de conserver les capacités productives au sein du pays, je vous ai parlé du fait qu'il y avait une tension entre redistribution et capacité et maintenir les capacités productives dans le pays, eh bien, si vous êtes dans cette logique de donner la priorité à maintenir les capacités productives du pays, eh bien, il faut que l'utilité indirecte dans votre pays, que vous déduisez du barème, qui tient compte du barème fiscal, eh bien, elle doit être supérieure ou égale à une utilité de réserve, c'est-à-dire à l'utilité que vous pouvez obtenir à l'étranger, donc ici en travaillant pour le même, en faisant le même métier, par hypothèse, et en tenant compte des coûts de migration dont j'ai parlé, c'est-à-dire en tenant compte, je dirais, du mal du pays que vous pouvez ressentir et des différents coûts matériels que vous avez à subir. Donc ce type de contrainte n'est pas nouveau en théorie des contrats, mais c'est nouveau en théorie de la taxation optimale, et ça peut perturber, ça rend plus compliqué la résolution du problème d'incitation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des countervailing incentives en anglais. C'est un économiste français, Bruno Julien, qui a fait partie de ceux qui ont montré qu'en théorie des contrats, ça compliquait l'analyse. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, quand j'ai parlé des contraintes d'incitation, eh bien, ces contraintes d'incitation, sous certaines hypothèses, elles peuvent être plus facilement analysées dans un modèle d'économie fermée. On peut simplement s'interroger, disons, ne se focaliser que les contraintes où les gens les plus productifs chercheraient à se faire passer pour des gens moins productifs. Donc ce sont des contraintes qui vont du haut vers le bas. Eh bien, ici, les countervailing incentives sont des contraintes, au contraire, du bas vers le haut, c'est-à-dire que ce seraient des gens qui ont une faible productivité qui pourraient vouloir imiter des gens qui ont une haute productivité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va accorder des faveurs fiscales aux gens qui ont une haute productivité. Si vous regardez, par exemple, le dernier ouvrage qui fait pas mal de bruit de Landé Piketty-Saez, vous observez effectivement que sur l'impôt sur le revenu, et c'est repris effectivement dans le dernier rapport des conseils des prélèvements obligatoires, que le taux moyen de l'impôt diminue dans le dernier centile. Donc, dans le dernier centile, eh bien, l'impôt non seulement n'est pas progressif, mais il est régressif. C'est-à-dire que le taux moyen de l'impôt baisse. Eh bien, évidemment, vous pouvez vous dire, si je pouvais me faire passer pour quelqu'un qui serait dans ce dernier centile, je paierais un taux d'impôt plus faible, et donc c'est ce qu'on appelle ici les countervailing incentives. Donc le problème incitatif est plus compliqué. La deuxième grande complexité, est peut-être plus importante sur le plan conceptuel, c'est sur quelle population optimiser. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez des gens qui partent, est-ce que vous les intégrez ou pas dans votre calcul de bien-être social ? Parce que le bien-être social, donc à part le critère rawlsien, c'est on prend les unités individuelles et puis quelque part on fait de la somme pondérée. Et donc le problème est de savoir est-ce que les gens qui partent, on les retient ou on ne les retient pas dans le calcul.
Alors, donc il y a 3 critères possibles. Le critère de la population résidente. Seuls les gens qui résident importent pour le critère du bien-être social. Donc si Johnny Hallyday il est parti en Suisse, il n'intervient pas dans dans la sommation des bien-être individuels qui comptent pour le bien-être en France. Deuxième solution, c'est le critère citoyen. Donc on a une vision extrêmement, large du bien-être en se disant que les émigrés comptent encore, et tant mieux s'ils sont plus heureux en Californie, à Genève ou à Luxembourg. On va compter leur bien-être à l'étranger, et c'est un plus pour le bien-être social, et évidemment, même il y aura le moins qui sera le fait qu'ils ne financeront plus les biens publics et les aides aux bas revenus en France. Mais on comptera leur bien-être en Californie. Et puis il y a le troisième critère, qui est le fait, qu'on appelle ici le critère national, qui est le fait que on retient donc tous les citoyens, donc c'est tous les gens qui vivent dans le pays d'origine, mais on va chercher à les retenir, non pas par force, on est économistes, mais par intérêt. C'est-à-dire qu'on va maximiser ici, on va s'intéresser à toutes les personnes qui sont à l'origine dans le pays, et on va s'arranger pour justement intégrer une contrainte de participation, ce que je viens de parler, ce que je viens d'évoquer dans le slide précédent, c'est-à-dire qu'on va intégrer le fait que dans le barème fiscal, il faut que ce barème fiscal soit au moins aussi avantageux en termes de bien-être que le barème que vous pourriez, enfin que la situation que vous pourriez obtenir à l'étranger avec le même métier. Alors, quelles sont les questions cruciales ? La première question, c'est d'abord une question empirique, c'est-à-dire que sait-on sur la mobilité des qualifiés au taux de taxe ? Et la littérature sur ce point est vraiment limitée. À mon sens, il n'y a que 2 articles qui, sont des articles qui ont un fondement scientifique et qui sont utiles pour la discussion d'aujourd'hui. Donc un article sur les cantons et municipalités suisses, et puis un document de travail sur la mobilité des footballeurs européens. Et donc je vais, dans une première partie, faire état de ces 2 résultats. Et puis ensuite, il y a 2 questions théoriques principales, il y en a d'autres aussi, mais je dirais 2 questions spécifiques à la taxation optimale en économie ouverte, c'est-à-dire, a-t-on intérêt à conserver les plus qualifiés qui menacent de partir, et ainsi de leur aménager une taxation plus douce, c'est-à-dire, est-ce que la situation qu'on observe en France, comme je viens de dire, comme l'observe le Conseil des impôts, ou par la faveur d'un certain nombre de dispositions, comme le fait que la taxation sur le capital soit plus faible que la taxation sur le travail, à travers le prélèvement forfaitaire, ou bien à travers toutes les niches fiscales qui permettent l'optimisation. On est, un impôt régressif en France. Mais c'est également le cas en Suisse, mais c'est également le cas en Suède. J'ai récemment rapporté un article sur l'évolution de la progressivité en Suède depuis 1970, et en 2010, vous avez exactement le même type de graphique sur la Suède que le graphique dans le petit livre rouge de Landé Piketty-Saez. Donc, cet aménagement d'une fiscalité plus douce, et donc, je me demande si ce n'est même pas une propriété qui devient générique dans les pays de l'OCDE. Donc ça, c'est, la première question. Est-ce que du point de vue du bien-être social, est-ce qu'on a intérêt à mettre ces contraintes de participation dans le problème de taxation pénale ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et puis la deuxième question, c'est quels taux maximaux, moyens ou marginaux, peut-on pratiquer sur ces personnes qui sont sensibles à l'appel de l'étranger ? Donc c'est vraiment la question des taux marginaux maximaux. Vous savez qu'en France, ils sont actuellement de 40% pour l'IR, mais il faut rajouter grosso modo avec la CSG et le CRDS, ça fait 50%. C'est exactement le même taux qu'en Angleterre,
C'est un taux qui est actuellement supérieur à celui pratiqué par l'Allemagne et les États-Unis. Donc ça, on a quelques avancées sur ces deux questions théoriques dans deux articles que j'ai rédigés avec Laurent Simula. Et donc le plan, c'est donc dans une première partie d'estimer et d'utiliser comment on peut faire état d'un certain nombre d'estimations et comment utiliser simplement ces élasticités de migration. Donc voilà les trois articles que je vous propose d'étudier d'une manière concise. Donc il y a un petit passage dans la Merlis Review d'un article de Brewer, Sawez et Shepard. Et donc là, il s'agit d'un travail dans l'annexe où il relie, je dirais, les formules d'élasticité à les formules de taxe dans une économie ouverte. Donc l'étude sur les footballeurs américains, sur les footballeurs européens, pardon, c'est donc une étude aussi d'Emmanuel Saez et de Cleven et de Camille Landé. Et puis l'étude suisse, parue dans Journal of Regional Science, c'est l'étude de Libic, Pouani et Souza Posa. Et puis ensuite, je parlerai des deux questions théoriques où j'évoquerai l'intégration théorique, vraiment beaucoup plus reliée au modèle de Merlis. Donc, si vous voulez, dans la première partie, il s'agit d'un modèle en forme réduite où on ne va pas expliciter vraiment les préférences, on ne va pas expliciter le modèle qui est derrière. On parle avec un modèle en forme réduite et avec des élasticités. Alors, pourquoi les élasticités sont importantes ? Eh bien, tout simplement parce que, quelque part, quand je parle d'un forme réduite, on va avoir quelque part quelque chose comme un modèle, une application des idées de Ramsey. Et j'étais très intéressé par le premier exposé parce que ça a montré que Ramsey a vécu dans un pays où les taxes indirectes, si j'ai bien compris, ont été extrêmement fortes, je dirais, pendant 200 ans. Et donc, il avait matière à réfléchir sur l'impact de ces taxes. Donc, l'élasticité de migration. Qu'est-ce que c'est que l'élasticité de migration ? Vous avez ici la formule. C'est tout simplement de regarder comment la proportion de la population qui réside dans un pays bouge lorsque eh bien, vous avez une variation du revenu disponible. Donc, petit c, c'est le revenu disponible. Donc, quand on fait varier le revenu disponible en faisant varier le taux de taxe, le taux de taxe moyen ou le taux de taxe marginal, comment eh bien, la population qui réside dans le pays change ou pas de localisation, c'est-à-dire va s'installer à l'étranger. Donc, par exemple, une élasticité de 0,5, ça voudrait dire que si donc, on diminue la consommation des revenus disponibles de 5% en jouant sur le taux de taxe, eh bien, il y a 5% de la population résidente qui part à l'étranger. Alors, 0,5, ça vous paraît élevé ou ça ne vous paraît pas élevé ? Tu peux répéter la phrase précédente. Donc, si on diminue de 10% la consommation, le revenu, en manipulant le taux de taxe, ça fait qu'il y a 5% de la population résidente. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit si on diminue de 5%, il y a 5%. Bon, alors. C'est pour ça que je te l'ai. Autant pour moi, mais donc merci d'avoir fait rectifier. Donc ça vous paraît important ou pas ? Oui, très. Très. Bon, eh bien, les deux estimations dont je vais vous parler sur les footballeurs et sur les cantons suisses, c'est donc l'élasticité de 0,4. Alors, donc, juste une petite chose pour, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais simplement pour dire que vous avez exactement, dans un modèle très simple, une formule de type Ramsey, hein, c'est-à-dire que là où TZ c'est le taux de taxe, donc c'est la taxe, Z c'est le revenu brut, moins TZ la taxe, donc vous avez au numérateur ici la taxe et au dénominateur le revenu disponible.
eh bien, c'est inversement proportionnel à l'élasticité de migration, 1 sur état n. Hein, donc plus vous avez une élasticité de migration forte, et moins on pourra taxer. C'est exactement le même argument que chez Ramsey. Et ici, donc si vous êtes dans un régime où vous voulez simplement maximiser, vous êtes au sommet de la courbe de l'affaire, ce qui correspondrait à donc une éthique ici rawlsienne, vous voulez maximiser les recettes sociales pour pouvoir redistribuer aux plus pauvres, à ce moment-là, eh bien, c'est juste 1 sur état n. Si par contre vous accordez un petit peu de poids social aux gens qui ont un revenu Z, donc ce revenu Z, a priori, il est quand même élevé, eh bien, ça diminue un petit peu ce facteur d'élasticité. Donc, bon, rien de bouleversant comme formule. Alors, bon, le modèle précédent, c'est un modèle uniquement à marge extensive, c'est-à-dire les gens, ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Si on rajoute le fait que, comme dans le modèle de Merlis, il se peut que les gens réduisent leur nombre d'heures de travail ou leur intensité au travail si on les taxe. Donc s'il y a en plus de la marge extensive, de la marge intensive, et si j'appelle petit e l'élasticité, alors ici la formule c'est que le taux de taxe marginal, eh bien c'est 1 sur, donc c'est de nouveau une formule à la Ramsey, pour trouver ici donc l'élasticité de migration. Vous avez ici l'élasticité du revenu disponible au taux de taxe, donc qui tient compte le fait que vous allez peut-être réduire votre nombre de travail, et petit a, c'est le coefficient de Pareto, c'est-à-dire de combien, quel est le rapport entre les revenus moyens et au-dessus d'un certain revenu et ce revenu moyen. C'est-à-dire que petit a égale 2, ça veut dire que si vous prenez les revenus supérieurs à 1 million d'euros, eh bien la moyenne des revenus supérieurs à 1 million d'euros, c'est 2 millions d'euros. C'est ça. Donc, vous avez donc deux formules à la Ramsey, l'une un peu plus complexe que l'autre. Et maintenant, je fais état donc de l'étude suisse. Pourquoi la Suisse est un pays passionnant et pourquoi la Suisse peut donner, je dirais, une estimation de la valeur haute de cette élasticité de migration. Eh bien, c'est parce que c'est le seul pays, peut-être pas le seul pays au monde, mais en tout cas le seul pays parmi les pays de l'OCDE, où les échelons locaux régionaux, c'est à la fois les cantons et les municipalités, ont une grande latitude pour fixer des barèmes différents de l'impôt sur le revenu. Donc ce n'est pas simplement comme aux États-Unis, où vous avez une latitude pour fixer la property tax, l'impôt sur le foncier. Là, il s'agit de l'impôt sur le revenu. Et ici, vous avez deux exemples qui sont tirés de l'article pour vous montrer que vous avez des différences importantes. Donc, pour quelqu'un qui gagne donc 100 000 francs suisses par an, eh bien, s'il se localise à Freienbach, dans le canton de Schwyz, il va payer donc 8 900, pratiquement 9 000 francs suisses d'impôts sur le revenu. S'il se localise à La Chaux-de-Fonds, il va en payer 22 800. Donc ça fait une différence importante. Et si on regarde par rapport en termes de taux de taxe moyen, et donc là en cumulant non seulement les échelons locaux mais aussi l'échelon national, vous avez 21% à Freienbach et 46% à Lauterbrunn dans le canton de Berne. Donc vous avez quand même des différences impressionnantes sur un petit pays où les distances sont petites et en même temps vous avez, je dirais, vous avez un système ferroviaire, routier qui est excellent. Donc évidemment, ça peut créer des incitations de passer d'un canton à un autre. Et donc les auteurs dont j'ai parlé, les auteurs, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent l'évolution de la population suisse et comment les gens migrent d'un recensement à un autre à la faveur des changements fiscaux qui sont intervenus entre 1995 et 2000. Alors, comme je dis, il me semble que c'est un peu un majorant de la mobilité fiscale à l'échelle internationale. Petit pays, très bon réseau de transport, etc. Donc, je mets un bémol sur est-ce que
D'ailleurs, ils ne l'affirment pas non plus, parce qu'ils ont un effet vraiment absolument causal, parce que c'est de l'économétrie classique. Donc, il y a le problème de savoir est-ce que la migration, est-ce que la fiscalité est cause de la migration, ou bien est-ce que la migration est cause de la fiscalité? Parce que si vous avez beaucoup de gens qui partent, eh bien ça érode votre base fiscale et après vous pouvez être obligé d'augmenter les impôts tout simplement pour couvrir les dépenses. Donc vous avez une causalité inverse. Donc c'est traité dans le papier, mais il n'y a pas d'instrumentation, etc. Donc, en tout cas, il y a, avec, je dirais, un très riche ensemble de variables de contrôle, les salaires, la valeur du foncier, etc., les biens publics locaux, etc., les avantages sociaux dans chaque canton, compagnie. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent qu'il y a un impact significatif des différences de fiscalité, ce dont j'ai parlé, entre 95 et 2000, seulement pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Seulement pour cette catégorie-là. Et évidemment, on le comprend bien. Ce sont des gens qui n'ont pas de charge de famille. C'est des gens il n'y a pas le problème du double salaire. Donc, est-ce qu'ils doivent trouver du travail pour les deux, etc. Donc, ils sont effectivement plus mobiles. Et ce n'est pas Laurent qui me démentira sur ce point. Donc, ce sont des gens qui sont a priori plus mobiles si on réfléchit un petit peu. Et donc, l'estimation de la semi-élasticité, c'est de dire qu'un point du taux de prélèvement global, donc si vous passez par exemple de 21 à 22 de points de taux moyen, eh bien ça entraîne une émigration de 33 jeunes Suisses diplômés sur 1000. Et donc si vous faites le calcul, ça vous donne une estimation de 0,46. Ce qui veut dire que face à une augmentation diminution de 10% de votre revenu disponible, eh bien, vous avez 4,6% des jeunes Suisses diplômés dans cette population de jeunes diplômés qui partent. Cette estimation, attention, c'est une estimation de court moyen terme parce qu'elle est réalisée sur 5 ans. Donc, évidemment, on ne connaît pas évidemment l'élasticité à long terme. Alors, deuxième évidence empirique, le marché européen des footballeurs professionnels de haut niveau. Donc là, il ne s'agit plus d'économétrie, disons, classique, avec contrôle, etc. Mais là, il s'agit d'une exploitation de quasi-expérience naturelle qui exploite, disons, deux changements législatifs. Premièrement, c'est l'arrêt Bosmans en 1995 qui a ouvert le marché des footballeurs au niveau de l'Europe. Donc, il y a eu liberté totale pour un footballeur européen de s'installer dans n'importe quel pays. Et puis, il y a une deuxième disposition qui est importante, qui est d'ailleurs assez curieuse, me semble-t-il, on pourra en rediscuter, c'est le fait qu'il y a des régimes fiscaux discriminatoires en faveur des professionnels étrangers. Donc il y a la loi dite David Beckham en Espagne, qui est une loi qui impose un taux de taxe linéaire de 24% pour les résidents étrangers. Et donc il y a toute une histoire avec Ronaldo qui serait parti d'Angleterre pour l'Espagne, juste au moment où bien l'Angleterre a augmenté son taux de 40 à 50%, son taux marginal, pour couvrir éponger le déficit public qui a été consenti pour venir au secours des banques anglaises. Et donc, évidemment, c'est juste pour être concret, c'est que vous avez un taux à la marge de 50%, c'est-à-dire globalement à peu près votre taux moyen sur un taux de 24%, ça fait quand même une différence qui n'est pas complètement négligeable. Donc là, juste, il y a cette citation d'Arsène Wenger qui, lui, croit dur comme fer à l'intérêt de nos papiers, puisqu'il dit qu'avec le nouvel système de taxation, la domination de la première ligue anglaise va se terminer, et c'est sûr. Alors, résultat des estimations économétriques,
on retrouve d'abord exactement le même type de résultat que le résultat suisse, c'est-à-dire que la solvabilité est beaucoup plus forte pour les gens qui sont qualifiés. Et ici, qu'est-ce qu'ont les gens qualifiés? Ce sont les footballeurs les plus talentueux. Donc là, il y a une sorte d'échelle de talent. Eh bien, c'est une sensibilité très importante des joueurs les plus talentueux. Et on ne trouve aucune identité significative pour les joueurs qui sont moins bons. Alors, un problème de l'étude, c'est que les vrais salaires ne sont pas observés, donc il y a un contrôle par des FX, AD, pays qualité, donc c'est sans doute un point faible de l'article. Donc l'estimation, dans le haut de l'échelle des qualifications des footballeurs, c'est 0,40. Donc si on met, je dirais, bout à bout, donc ces deux estimations qui finalement, en partant de deux situations très différentes, obtiennent des élasticités qui ne sont pas fondamentalement avec des amplitudes à peu près comparables, eh bien dans le modèle rudimentaire, c'est-à-dire que vous avez uniquement que la marge descensive, je travaille ou je ne travaille pas. Mais je n'ai pas la possibilité de jouer sur le nombre de travail, sur mon intensité de travail. Eh bien le taux moyen maximal avec une éthique rawlsienne, donc si vous voulez maximiser la recette fiscale, eh bien c'est 70%. Ça vous donne donc une sorte de borne maximale. Actuellement c'est en discussion, en particulier par rapport à la présidentielle de 2012, quel devrait être le taux. Actuellement c'est 40 et 50 avec la CSG. Est-ce qu'il y a une attitude pour augmenter ce taux? Eh bien là l'application de la formule de Ramsey, je dirais un peu brutal, vous donne 70%. Alors ça, j'ai oublié de dire, c'est pour le critère citoyen. Vous avez les 3 critères de bien-être, résident, citoyen, national. Ça, c'est pour critère citoyen où Ronaldo, il compte partout, quel que soit l'endroit où il habite. Dans le modèle plus sophistiqué, où on tient compte également d'une élasticité à marge intensive, c'est-à-dire le fait que les heures de travail puissent diminuer si on vous taxe beaucoup au taux marginal, eh bien, on obtient 50%. Si on prend la dernière estimation sur données françaises faite par Étienne Lehmann, Marie Caille et Laurence Rioux, qui est de 0,3. Donc on voit quand même qu'on a, suivant le modèle, quand même une différence importante. Mais la question importante, c'est de se dire, si on néglige l'élasticité de migration, si on néglige l'élasticité de migration dans cette seconde formule, est-ce que ça change? Eh bien, si on la met à 0, et si on dit, parce que en discutant avec d'autres économistes, ils m'ont déjà dit non, mais ça n'existe pas, il n'y a aucune crainte à avoir, eh bien on obtient 63% au lieu de 50%. Donc on voit quand même qu'on a une différence qui n'est pas négligeable. Et donc la question effective de quelle est l'importance de l'élasticité de migration est vraiment une question qui impacte quand même d'une manière non négligeable le résultat. Alors, force et faiblesse de cette approche, donc elle permet de déduire des choses avec peu d'appareillage théorique. Donc on trouve des ordres de grandeur qui sont vraisemblables, mais il y a une faiblesse, je dirais, technique, et il faut quand même être conscient, c'est que les estimations des élasticités de migration dont j'ai fait état, elles dépendent du système de taxes. L'élasticité, c'est un concept local. Donc, ça dépend du système de taxes. En Suisse, ça dépend du système de taxes dans les différents pays. Donc, si il se trouve que le système de taxes optimal coïncide avec le système de taxes actuel qui a été utilisé au moment des observations, là, il n'y a pas de problème. Mais si le système de taxes optimal ne coïncide pas avec le système actuel qui a servi pour faire les estimations, alors on n'est pas plus renseigné. Car on ne connaît pas la valeur d'élasticité correspondant au barème optimal qui est lui-même inconnu. Donc je signale un petit peu que effectivement cette formulation de Saez de la taxation optimale est intéressante parce que évidemment ça diminue les coûts d'entrée cognitifs pour comprendre ce qui se passe, mais sur le plan pratique empirique, il se peut qu'on soit tout simplement à côté de la cible parce que le paramètre essentiel, on ne va pas le connaître parce qu'il y a une sorte ici de problème de point fixe
Alors, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant également de faire état un peu de l'approche plus structurelle. Et combien il me reste de temps? 5 minutes. Bon, il me reste très peu de temps. Mais là, c'est une partie, effectivement, où là, on rentre plus dans le dur, si je peux m'exprimer, sur le plan théorique. Donc, je vais pas avoir le temps de développer, mais je vais juste dire que là, c'est une théorie où on modélise explicitement le comportement microéconomique de l'individu avec des coûts de migration. Donc, et là, on dit, voilà, il y a l'utilité qu'il peut obtenir en A, il y a l'utilité qu'il peut obtenir en B. Il y a des coûts de migration, on fait des hypothèses sur la façon dont ces coûts de migration varient avec la productivité. Et donc je vais parler, donc je suis obligé, je n'ai pas le temps de rentrer dans le... D'abord, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est optimal de conserver tout le monde à la maison? Et donc là, on a une réponse. Dans le cas de ce modèle de Murlis, je dirais augmenter des coûts de migration. Eh bien, c'est une proposition qui a pour l'instant un domaine de validité restreint, je dirais, à notre compétence technique, mais qui est que si on aime ses pauvres, on garde ses riches. Donc si on est rawlsien, c'est ce que Roger a toujours pensé. Bon, je comprends pas. C'est que si on est rawlsien, donc là c'est la teneur des deux théorèmes, ça c'est que si on est rawlsien, eh bien on a effectivement intérêt à mettre les contraintes de participation, à faire en sorte que les pays, que les riches aient intérêt à rester dans le pays. Alors on obtient ça sous des préférences rawlsiennes, avec des préférences ici donc séparables ou quasi linéaires, avec des hypothèses sur les coûts. Par exemple ici, les coûts de migration sont constants, ils ne dépendent pas du niveau de productivité, et ils supposent que l'effet substitution domine l'effet revenu. Dans le théorème du haut, donc c'est linéarité, quasi-linéarité en consommation, donc il n'y a pas d'effet revenu sur l'offre de travail. Il y a une élasticité constante en marge intensive. Et puis après, il y a des hypothèses sur les coûts de migration qui doivent être non décroissants. Bon, alors, est-ce que ce théorème, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la technique de preuve qu'on a utilisée ne marche pas pour, je dirais, des préférences qui ne sont pas soit quasi-linéaires, soit séparables, et lorsqu'on abandonne l'objectif rawlsien. Donc, on ne sait pas en dehors. Et pour nous, il me semble qu'une grande question théorique, c'est de savoir si la validité de ce théorème s'étend ou pas au-delà des cas qu'on a considérés. Et pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas. Alors la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est donc les taux marginaux optimaux qu'on pourrait imposer. Donc une formule, on a une formule ici, sur les taux marginaux en haut du barème, qu'on pourrait imposer sur les personnes qui menacent de partir. Donc les personnes qui menacent de partir, d'après les théorèmes précédents, on doit les garder chez soi, dans l'intérêt du financement des dépenses sociales. Et donc ici, vous avez T'(ZA), vous avez ici une formule sur les taux marginaux optimaux qui dépendent du taux dans le pays d'accueil, la Suisse, Monaco, la Belgique, le Luxembourg, etc., TB, qui dépendent de petit e de l'élasticité de la marge intensive, c'est-à-dire de combien les gens réduisent leur effort de travail si on les taxe trop, et puis alpha. Alors qu'est-ce que c'est que alpha? Eh bien, on est parti d'une observation simple, c'est le fait que si on regarde par exemple la fonction publique française, lorsqu'on propose à quelqu'un un poste à La Réunion ou à la Guadeloupe ou à la Nouvelle-Calédonie, etc., eh bien, il a droit à une compensation qui est égale en pourcentage de son salaire pour, je dirais, le rendre un peu indifférent entre un poste en métropole et un poste dans ces territoires d'outre-mer.
Mais cette pratique, elle vaut également pour les pour les grandes entreprises multinationales qui envoient leur personnel à l'étranger dans des pays qui sont considérés comme peut-être pas faciles, par exemple, je sais pas, comme l'Arabie Saoudite. Eh bien, vous avez des compensations qui s'expriment en pourcentage par rapport au salaire pour la même fonction en France. Et donc, grosso modo, le alpha, c'est le pourcentage que l'individu, enfin, que les individus demandent pour accepter de partir à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui compense quelque part les coûts de migration. Et donc, alpha égale 10%, ça veut dire que vous ne demandez que 10% pour vous établir à Londres. Mais si on vous dit, par exemple, vous allez au Kyrgyzstan, bah, ça sera sans doute beaucoup plus. Alors, voilà juste donc cette formule, donc juste l'illustration de cette formule, où on contraste les taux en haut, donc en pointillé, vous avez, donc, sur l'axe des ordonnées, vous avez les taux marginaux, donc tout en haut du barème. Donc le taux en pointillé, c'est le taux calculé selon la formule de Saez. Et puis là, on a, je dirais, dans la figure de gauche, si l'élasticité est faible, l'élasticité de l'offre de travail, 0,15, si l'élasticité est plus élevée, 0,5 dans le graphique de droite. Sur l'axe des abscisses, vous avez ce paramètre alpha. Donc paramètre alpha, ça veut dire ici 0,2, 0,4, donc peut-être Londres, ici Bruxelles en bas, peut-être justement les Kyrgyzstan, je ne sais pas, j'ai quelque chose pour la Mongolie, plus à droite. Et les lignes bleues, il y a effectivement dans le graphique quelque chose qui a sauté dans la... Donc ligne bleue, ligne rouge, ligne violette, ligne brun, ça correspond au taux pratiqué dans le pays étranger. Donc taux brun, le taux bleu, ça correspond à un très bas taux, je crois que ça doit être 0 dans le pays étranger. Après rouge, c'est 10% dans le pays étranger. Violet, 20, 30, 40. Donc 20, par exemple, ça pourrait être la Suisse, grosso modo. Et donc, vous voyez comment, en fonction donc, des différents paramètres du coût de migration, bien, ce graphique vous donne exactement le taux maximum qui permet de conserver vos personnes qui menacent de partir chez vous. Donc voilà, vous avez une sorte de carte du temps je dirais, des taux marginaux maximaux que vous pouvez pratiquer tout en conservant vos plus qualifiés chez vous. Bon. Donc, juste un mot de conclusion, si Roger me permet, je voulais juste... Tu as 30 secondes. Voilà. Simplement, il me semble qu'il y a... en fait, j'ai découvert que, par exemple, les Pays-Bas avaient des régimes fiscaux dérogatoires, non seulement pour le football, mais pour tout, pour attirer les gens qualifiés chez eux. Et je me pose la question, est-ce qu'il est raisonnable, sur le plan éthique, sur le plan d'efficacité économique, de laisser les pays européens établir des barèmes fiscaux qui établissent une discrimination fiscale positive vis-à-vis des étrangers, y compris des étrangers européens? Est-ce que ça fait vraiment sens? Merci.